BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon invité Jean-François Cirelli, qui est le président de BlackRock France. Bonsoir Jean-François Cirelli. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Vous vous faites souvent rare, en tous les cas à nos micros. Vous fêtez les 20 ans de BlackRock en France. Vous nous direz un peu comment vous voyez les 20 prochaines années, lorsqu'on voit un peu le tumulte qu'il y a autour du budget de la France. Est-ce que ça fait peur notamment aux Américains, à Larry Fink, votre président? Juste, on va d'abord rappeler rapidement, BlackRock, c'est numéro 1 mondial, la gestion d'actifs, c'est 14 000 milliards de dollars. Et si l'on en croit Larry Fink, le dernier trimestre a été le meilleur qui soit, et 2025, le meilleur qui soit. C'est ça, grosso modo, BlackRock aujourd'hui? Oui, vous avez les bons chiffres. 2025 a été une grande année pour BlackRock. Nous avons recueilli plus de 700 milliards. Alors, l'avantage dans ce métier, c'est quand les marchés montent, les clients sont contents et nous, on gagne de l'argent. Et quand ça baisse, on perd aussi de l'argent. Donc, nous sommes très alignés avec nos clients. Mais c'est aussi BlackRock, le premier investisseur en Europe. 1800 milliards investis en Europe. Et c'est un des grands investisseurs en France. Et c'est un grand Combien honneur. En France? Combien en France? Pour nous, alors, nous gérons 60 milliards de l'épargne des Français. Mais nous avons investi en France plus de 260 milliards. Donc, nous sommes un apporteur de capital dans ce pays pour faire travailler les Français et pour la croissance française de près de 200 milliards, donc de net. Donc, c'est un pays sur lequel nous sommes vraiment très impliqués, comme vous le voyez. Et vous êtes, on y reviendra bien sûr, vous êtes un des premiers, pour ne pas dire le premier actionnaire chez Total. Vous avez, alors certains disent 6,5%, d'autres disent 8-9%. Vous avez combien? Oh, je ne sais pas, je ne regarde pas. Ce qui est clair, c'est que nous sommes un grand investisseur du CAC 40 pour beaucoup de raisons. La première, c'est que la France a de très, très, très belles entreprises, grandes entreprises, qui devraient être d'ailleurs plus mis en avant, je le dirais, parce que ce sont des leaders mondiaux dans tous les domaines, d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Vous avez cité Total, mais vous pouvez citer le luxe, vous pouvez citer plein d'autres entreprises. Et d'ailleurs, moi, je ne rentre pas bien évidemment, dans chaque participation. Et puis nous avons besoin de liquidités pour nos clients. Et donc, naturellement, ces grandes capitalisations sont là. Nous sommes toujours minoritaires, toujours, dans toutes nos entreprises. Et nous n'entrerons pas dans la gestion. Voilà, nous sommes vraiment un acteur qui investit pour le compte de nos clients, mais qui souhaite être minoritaire, qui ne souhaite pas diriger les entreprises. Mais aussi, nous intervenons dans les petites entreprises, dans les licornes. Nous finançons beaucoup le développement des licornes françaises, par exemple. Est-ce que vous allez continuer à investir? C'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on voit la cacophonie un peu aujourd'hui. Vous connaissez bien la politique. On va rappeler que vous avez été conseiller de Jacques Chirac en son temps. C'est vieux. C'est vieux, oui, c'est vieux. Quand vous étiez un jeune conseiller, si vous préférez que je dise un très jeune conseiller. Mais en tous les cas, vous connaissez bien la politique, évidemment. Lorsque vous voyez donc ce soir, finalement, 49-3 pour essayer de faire passer la pilule de ce budget, est-ce que ça fait peur à vos amis américains? Est-ce que ça fait peur à Larry Fink? Est-ce que ça fait peur à BlackRock, Jean-François Cirelli? Qu'est-ce qui ferait peur, pardon? Le fait d'avoir un budget, un 49-3, de motion de censure, tout ce feuilleton que l'on connaît depuis le 3 octobre. Non, mais depuis bien en amont. Bon, écoutez, dans chaque démocratie parlementaire, et nous en sommes une... Ça, c'est la langue de bois. Non, d'accord. Non, mais je veux dire, le budget, c'est l'acte le plus important d'un gouvernement. Donc, est-ce qu'il faut un budget au pays? Plutôt oui. Non, mais là, est-ce que vous dites qu'on risque... Il y aura quand même toutes les chances que il n'y aura pas de motion de censure, même si à l'instant, le RN et le LFI disent qu'ils vont en déposer une. A priori, il n'y en aura pas. Est-ce que ça vous rassure? Il n'y a pas de motion de censure? Non, le fait qu'il y ait un budget pour la France. Oui, c'est toujours mieux, parce que c'est plus de visibilité. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut un budget pour ce pays? Oui, comme chacun. D'accord. Donc, oui, ça serait plutôt. Est-ce qu'il faut un budget à tout prix, si vous préférez que je sois encore plus... Un budget à tout prix, je sais pas. Ça, c'est aux hommes politiques et aux formations politiques. Mais vous, en tant qu'investisseur, puisque vous investissez 260 milliards dans la France, en France, non, les investisseurs... Ou au contraire, vous vous dites, non, mais au secours, on va s'en aller, la France. Un peu ce que dit la menace du patron de JP Morgan, qui a dit dans une interview aux Échos très intéressante, qui a dit, attendez, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de réforme sur retraite, s'il n'y a pas de budget, s'il y a un endettement toujours aussi élevé,
on va réfléchir. Non, il y a une chose qui étonne nos investisseurs extérieurs, qui est que pourquoi la France n'arrive pas à réduire son déficit budgétaire. C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'il y a un 49.3, est-ce que LFI, je ne sais pas quoi. C'est que par rapport aux autres pays européens, nous n'arrivons pas, malheureusement, à descendre nos déficits budgétaires dans des périodes qui ne sont pas des périodes de crise. Quand il y a crise, on peut penser que, OK, on peut avoir 5% de déficit. Quand il n'y a pas crise, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi les Français n'arrivent pas à réduire leur déficit budgétaire. Alors, un peu plus d'impôts, un peu moins de dépenses, et le débat est là-dessus. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que le débat ne porte pas sur... On parle toujours de... C'est une division, le déficit budgétaire. Hein, c'est ça qui compte, là, puisque... il l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre. Donc, c'est une division, 5%. Voilà, c'est une division entre le déficit et la richesse nationale, le PIB. Pourquoi on ne parle pas du PIB? La seule question qui vaut, c'est d'accroître la croissance, la création de richesse dans ce pays. C'est de réduire le haut. On ne va pas régler le problème en faisant un peu moins de dépenses et un peu plus d'impôts. D'accord, Jean-François Cérilly. Moi, ma question, pardonnez-moi d'y revenir, c'est est-ce que pour BlackRock commence à avoir des alertes orange, et peut-être pas rouge, mais sur la France? Non. Est-ce qu'on vous dit, mais attendez, écoutez, c'est quoi? Mais c'est pas moi qui décide, ce sont les marchés. Oui. Et qu'est-ce que disent les marchés? C'est BlackRock. Hein, non, on n'est pas tout seul, bien heureusement d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que disent les marchés? Ils ont accru leur prime de risque sur la France. On avait 50 points de base par rapport à l'Allemagne, on en a 80. Est-ce que ça a changé? Non. On est toujours à 80. Est-ce qu'il y a un risque que les marchés anticipent d'un défaut de la France, d'une explosion de l'euro, ce que vous voulez? Non. Donc aujourd'hui, la réponse est non. Donc vous allez continuer à investir en France? Ah mais nous, on investit pour le compte de nos clients dans ce que nous considérons être les meilleurs investissements, et ce pays a énormément d'atouts pour qu'on puisse investir dans ce pays. D'accord, donc vous continuez à investir. Mais le problème, il n'est pas français, il est européen. Et le problème de déficit, il est aussi mondial. Il est vrai pour les Américains. Jean-François Cérilly, si jamais, je ne sais pas, il y a une alternance, si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir en France, est-ce que pour vous, est-ce que ça sera pour BlackRock un épouvantail? Mais écoutez, nous vivons nous investissons dans centaines de pays qui changent de majorité tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc nous prenons ça en compte. Chez BlackRock, nous sommes là pour investir pour le compte de nos clients. Oui. Bien d'accord. Non, je suis d'accord. Mais et pour les comptes de nos clients, qu'est-ce qui compte? Nous pensons qu'il y a 5 mégaforces dans le monde sur lequel nous passons nos investissements. Oui, mais ma question, elle est politique, Jean-François Cérilly. Oui, mais ça fait partie de ces méga-forces. Il y a la géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique change dans le monde? Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel ordre international. Il y a la transition climatique, il y a l'intelligence artificielle, il y a la démographie et le vieillissement. Donc la question sera quelles politiques seront mises en œuvre dans ce pays dans les années à venir par ceux qui arriveront en 2027. Est-ce que prendra ça en compte ou pas? Eh bien, c'était ma question. Voilà. Est-ce que vous allez prendre ça en compte? Est-ce que vous partez si Non, est-ce que BlackRock va se retirer un peu de la France si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir? Ce sera les politiques qui seront suivies par les gouvernements français en 27 qui détermineront pour partie. Voilà. Mais ça n'empêche pas que nous aurons toujours des grandes entreprises françaises sur lesquelles il faudra investir. Donc voilà, la politique, c'est un seul des éléments que nous prenons en compte. Jean-François Cérilly, vous êtes un personnage clé du capitalisme français. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un du Front National, du Rassemblement National? Non, d'accord. Alors, justement, on va rentrer dans poursuivre pour rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu que les déclarations de Donald Trump, donc, qui veut augmenter de 10% et voire plus les droits de douane des pays, les 8 pays qui soutiennent le Danemark dans la défense du Groenland. Le chancelier allemand a fait cette déclaration en disant attention, tout le monde est perdant-perdant. Est-ce que cette guerre commerciale, cet avis de tempête commercial, nouvel avis de tempête, est-ce que pour vous, ça peut provoquer une crise sur les marchés financiers? Mais si vous voulez, ce que l'on voit, c'est que depuis plusieurs années, et plus récemment, on a tous les jours des surprises. Voilà, franchement, depuis 1 an, tous les jours, on se réveille, et puis tiens, il y a quelque chose de nouveau, etc. Moi, je suis un investisseur. Si je prends en compte tous les jours
tel événement politique ou tel autre, on ne va pas y arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a deux choses que je voudrais vous dire, qui sont deux choses très différentes. La première, c'est qu'on voit bien que nous sommes rentrés dans la construction d'un nouvel ordre international qui n'est pas celui dans lequel on vivait. Voilà, on a vécu depuis la fin de l'Union soviétique dans une période, disons, un peu de mondialisation plus ou moins heureuse, où l'économie primait sur la politique. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est la politique qui prime sur l'économie. Le monde, tout ce que l'on sait, c'est que le monde de demain et d'aujourd'hui sera très différent de celui d'hier. Et il faut que l'Europe le comprenne. Il faut que l'Europe s'en rende compte parce que nous avons, en tant qu'Européens, un rôle à jouer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si nos équipes prennent en compte chaque déclaration des uns et des autres pour faire de leur Donald politique. Trump. De Donald Trump. Parce que demain, c'est les 1 an de Donald Trump. On voit Voilà. quand même que le monde a été bousculé. Hein. Mais oui, mais c'est la situation dans laquelle on vit. Mais si on prend en compte, chaque fois qu'on dit quelque chose, vous ne savez plus comment investir. Donc il faut garder des piliers forts. Et encore une fois, nos piliers forts pour nous, nos tendances de fond, c'est est-ce que nos investissements correspondent aux 5 tendances que je vous disais, comme la démographie, l'évolution du vieillissement, l'intelligence artificielle. C'est à ce prisme-là qu'on doit regarder. Après le reste, il faut enlever ce bruit-là. C'est ce que dit Larry Fink. Il faut enlever ce bruit-là pour investir et pour être sûr de la direction et du long terme. Si vous prenez juste le court terme, vous allez vous planter. Est-ce qu'il y a une tempête sur les marchés financiers? On a vu le bras de fer qu'il y a maintenant avec le président de la Fed, Jérôme Powell, avec les menaces que là encore Donald Trump fait peser sur lui. Est-ce que justement, est-ce que chez BlackRock, vous dites qu'il y a quand même il y a un vrai risque de crise financière ou pas du tout? Non, il n'y a pas un risque de crise financière. Si vous regardez juste ce que nous venons de vivre, c'est pas très vieux, c'est l'année 2025. On est juste au début de l'année 2026. L'année 2025, la croissance, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est pas si mal. 2 aux États-Unis en moyenne, 1 en Europe, ça correspond un peu à notre croissance potentielle. Donc, on voit bien que la question, on n'est pas en crise, on est dans une croissance plutôt ralentie, mais ce qu'il faudrait, c'est comment booster cette croissance pour qu'on règle nos problèmes structurels de déficit, de vieillissement, etc. Les marchés, très bons. L'année 2025... Ah oui, notamment pour vous. Voilà. Pour BlackRock, c'était exceptionnel. Non, pas pour nous, pour nos clients. Bon, tous ont fait plus, les actions ont fait plus de 2 fois 2 chiffres. C'est 15%, 14% aux États-Unis, 11% en France, 20% en Allemagne. Donc les marchés vont bien. Les marchés de taux, c'est pas formidable, mais c'est pas mal non plus. Marché des matières premières, c'est pas mal. Marché des émergents, les émergents ont très bien tiré leur jeu l'année dernière. Donc si vous regardez les marchés dans leur entièreté, on sort d'une année qui est plutôt une bonne année. Donc pourquoi voudriez-vous... Donc le bilan Trump est plutôt positif. Non, c'est pas le bilan Trump. Ça fait 1 an de marre de son investiture. Mais c'est pas Trump, c'est la totalité de l'économie. C'est pas tellement Trump qui a tiré les marchés. C'est par exemple l'intelligence artificielle aux États-Unis qui a explosé et qui a fait ce qu'on a vu en termes de croissance américaine et qui, à mon avis, est très sous-estimé en Europe. Et il faut qu'on y aille aussi, nous. Ou alors certains disent trop surestimé aux États-Unis. Alors oui, est-ce qu'il n'y a pas une bulle de l'intelligence artificielle? Alors, les bulles, on s'en aperçoit quand elles ont explosé. Oui. Quand il y a une crise financière. Quand elle a explosé. Est-ce qu'elle va exploser, celle-là? Peut-être, peut-être pas. Il y a des gens qui pensent que non, parce que ce qui va compter, c'est quels sont les retours sur ces capitaux qui sont investis dans l'intelligence artificielle. Si vous avez les retours dans 2, dans 3 ou 4 ans, ça peut être au contraire un Eldorado pour le monde entier. Ça change complètement la structure du monde. S'il n'y a pas les retours de ces milliers de milliards qui sont investis, là, il y aura problème, on dira « Ah ben, on vous l'avait bien dit, il y a une bulle ». Mais c'est toujours pareil, ex ante, vous n'arrivez pas à le dire, c'est ex post que vous verrez les choses. Tiens, juste un mot, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde votre dernier trimestre, qui a été donc le meilleur dans l'histoire de BlackRock, d'Exit Larry Fink, encore une fois, c'est notamment grâce aux ETF, ces fonds un peu low cost qui fonctionnent avec des algorithmes. Est-ce que l'intelligence artificielle va encore améliorer la performance de ces fonds ETF? Ah non, ce sont des fonds qui répliquent des indices ou des politiques. C'est ça. Mais il n'y a pas, il n'y a pas d'algorithme très compliqué qui pourrait changer les choses. Ce qui est clair, c'est que... Non, mais il n'y a pas de gestion humaine, c'est plus une gestion technique.
Oui et non, c'est-à-dire que oui, il n'y a personne qui dit je choisis telle entreprise plutôt que telle autre, comme on le fait dans ce qu'on appelle la gestion active. Mais il y a énormément de fonds différents dans lesquels vous pouvez dire tiens, moi j'ai envie d'investir dans le luxe. Je choisis un ETF luxe, j'ai envie d'investir dans telle politique pour décarboner. Oui, mais l'intelligence artificielle va jouer un rôle là-dedans. Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les ETF se développent énormément. Ça intéresse beaucoup les jeunes, notamment. Et chez BlackRock, nous sommes les premiers dans ce domaine-là dans le monde. C'est le seul endroit où nous avons vraiment une très très forte part de marché. Et ça se développe énormément. Dans les 700 milliards dont je vous disais de nouveaux flux qui sont arrivés l'année dernière, il y en a peut-être 400 ou 450 qui viennent des ETF. Donc la France est en train de rattraper son retard. Elle était très en retard et je crois que c'est bon pour tout le monde et c'est bon notamment pour les jeunes et ceux qui veulent entrer dans le domaine de la bourse sans prendre trop de risques parce que l'avantage des ETF, c'est que vous diversifiez votre portefeuille et que c'est pas cher. Ouais. Et ça, c'est quand même très bien. Et transparent. Jean-François Cirelli, on va continuer à parler aussi justement stratégie. Je voudrais quand même avoir votre avis avec des riches qui sont toujours plus riches. Vous savez, le forum de Davos ouvre ses portes aujourd'hui et BFM Business y est présent, bien sûr. Le Oxfam a publié donc son bilan annuel sur les riches. Ils font ça chaque fois la veille du forum économique de Davos. Et ils disent que la fortune des milliardaires a atteint un record en 2025, un peu comme celle de BlackRock, tapant les libertés politiques et alimentant les inégalités. Les 12 milliardaires les plus riches possèdent plus de richesses que la moitié des plus pauvres de l'humanité. Est-ce qu'il y a vraiment trop de riches ? Ah non, moi je ne vous dirai jamais qu'il y a trop de riches, ça c'est pas vrai. Au contraire, il faut des gens qui ont envie d'entreprendre et il faut des gens qui, quand ils réussissent, aient le fruit de leur travail. Donc il n'y a pas trop de riches. Bon, Oxfam, entre nous, est dans son rôle d'ONG. Et d'ailleurs, je ne vois pas tellement la différence entre ce qu'ils ont dit là de ce qu'ils disent depuis 10 ans, et ils disent la même chose. Ce qui serait intéressant, c'est de demander où sont ces riches, où sont ces nouveaux riches, d'où viennent-ils, et on s'apercevra qu'ils ne viennent pas, il n'y en a pas tellement plus d'Europe. Mais il y en a en France. Il y en a relativement peu de nouveaux en France, mais qui viennent beaucoup des pays notamment en développement, et notamment de la Chine. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez dire à ces Chinois au gouvernement chinois qui doit faire ce qu'il doit faire ? Bon, ça, c'est au gouvernement chinois de voir ce qu'il... Il faut taxer les plus riches, en tous les cas, c'est un des objectifs. Ce que j'aimerais, c'est que la discussion que nous avons eue en France sur taxer les riches, si on passait ne serait-ce que 10% du temps à parler de comment faire grossir le gâteau plutôt que comment en prendre un peu plus aux uns ou aux autres, ce serait beaucoup mieux. Comment pourrait-on faire pour que la croissance française soit 2 fois, 3 fois supérieure ? Parce qu'on s'en tirera que comme ça, avoir plus de croissance. Au cœur du débat, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est évidemment le niveau de l'endettement de la France. Est-ce que c'est quand même est-ce que ça reste une préoccupation importante pour les investisseurs comme vous ? Est-ce qu'à un moment, vous dites, il y a même Sébastien Lecornu qui parlait d'étouffement, ainsi que Christine Lagarde, d'étouffement avec des niveaux de taux d'intérêt qui sont réels, qui sont quand même très élevés, parce qu'on a une inflation très basse en France. Est-ce qu'on a atteint un moment qui peut effectivement étouffer la richesse que vous invoquez ? C'est pas le niveau de la dette, c'est les intérêts que nous payons sur la dette. Bien évidemment, aujourd'hui, on doit être entre 60 et 70 milliards par an. Implacablement, si on reste comme ça, dans quelques années, on est à 100 milliards, 120 milliards. Et donc oui, il y a un risque d'étouffement. Mais tout ce qu'il faut, c'est essayer. On le sait. Ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Donc la question, c'est pourquoi on en est là. Est-ce que je disais, quel est le blocage français pour réduire nos déficits et stabiliser la dette ? Bien sûr qu'il faut stabiliser la dette. On est arrivé au bout de ces stratégies budgétaires qui étaient des stratégies certainement adaptées dans un monde où il y avait le Covid, où il y avait des difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est un problème pour la France, mais c'est un problème, encore une fois, pour le monde développé dans sa généralité. Il y a très peu de pays qui sont hors de là. Êtes-vous, alors au-delà de, comme vous dites, du soubresaut qu'on a connu là encore, mais est-ce que vous êtes inquiète sur
sur l'Europe. Il y a beaucoup d'atouts, notamment qu'il y a une épargne européenne supérieure à l'épargne américaine. Je veux dire, c'est le plus grand marché. Mais on a un défaut de cohésion, d'unification, notamment si on le regardait sur le marché des capitaux. Est-ce que l'Europe est, certains le disent, notamment aux États-Unis, est un peu en train de disparaître entre ces deux énormes plaques tectoniques que sont les États-Unis et la Chine? Bon, il y a une chose de vrai, et ça c'est un fait, c'est qu'il y a 20 ans, les Européens étaient, disons, à 90% de la richesse américaine. Aujourd'hui, on est plutôt à 65%. Sur les 20 ans précédents, les États-Unis ont toujours fait au moins un demi-point de croissance de plus que l'Europe. Et donc, quand vous êtes américain, vous regardez l'Europe et vous dites qu'est-ce qui s'est passé pour que chaque année, vous ayez perdu des places? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que l'Europe, chaque année, a baissé? Il y a un très bon article d'un de mes maîtres, d'ailleurs, Jean-Pierre Landau, qui était sous-gouverneur de la Banque de France, dans Les Échos, là aussi, il y a une semaine, qui parle de ça, qui dit, mais l'Europe, qu'a-t-elle fait faux? Et clairement, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous soyons descendus comme ça chaque année une marche par rapport aux Américains. Donc il y a eu un problème européen, il faut le reconnaître. L'Europe a l'air de se réveiller aujourd'hui. Il est temps. Et il faut que l'Europe se réveille. Pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Moi je pense que si on prend les mesures, l'Europe et la France, on a des atouts. Quelles mesures? C'est quoi nos points forts? Non, mais ce qu'il faut faire, et ça a été dit, c'est écrit, c'est le rapport Draghi. Oui. Voilà. Donc, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Hein. Un an, oui, ça fait septembre 2024. Bon, et il faut mettre en œuvre le rapport Draghi. Tout est écrit. Mais tout le monde le dit? Non, pas tout le monde le dit. Moi, je reçois beaucoup de personnes sur ce plateau. Tout le monde le dit, mais voilà, ça ne bouge pas. Mais non, si ça bouge un peu, ça bouge plus qu'on imagine, mais moins qu'on aimerait, bien évidemment. Les Allemands ont bougé. C'est ce que les Allemands ont fait, que Friedrich Merz a fait sur le budget allemand, sur le développement. Il a bougé. Donc, ça commence à bouger. Mais le rythme est encore trop lent. Il faut que le rythme de bouger de l'Europe s'accélère. On en a besoin. Et il y a quelque chose qui est compliqué politiquement. Quand vous dites qu'il faudrait une union des marchés de capitaux, il faudrait une union de l'épargne et d'investissement, on vous dit, c'est gentil, pourquoi ça et pas autre chose? Il y a tellement d'autres choses plus importantes. Ce qu'il faut comprendre, mais c'est politiquement et difficilement à vendre, c'est qu'il est essentiel de faire l'union des marchés de capitaux en Europe. Oui. Parce que, comme vous le disiez, il y a 14 000... On en parle depuis que nous sommes des jeunes journalistes et des jeunes politiques. Mais ça, l'union des marchés de capitaux qui a été mise en place, je crois, en 14, qui devait finir en 19, elle n'a rien donné. Oui. Bon, maintenant, on a repris le sujet, il y a vraiment une volonté politique. Mais vous l'avez dit, 14 000 milliards d'argent sur les comptes bancaires en Europe. Si cet argent est mis, ne serait-ce que la moitié, au service de l'économie, ce serait formidable. Oui, Jean-François Cyril, toute dernière question. Il y a aussi un mouvement très important pour la première fois, et je crois que notamment c'est le cas dans vos investissements, la dette privée est devenue plus importante que la dette bancaire pour les entreprises. Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est qu'il y a des nouvelles façons de financer les entreprises. Et ça, c'est plutôt bien. On avait les marchés capitaux, plus aux États-Unis qu'en Europe. On avait les banques, plus en Europe qu'aux États-Unis. Et maintenant, il y a aussi la dette privée. Alors, ce sont des classes d'actifs pas évidentes, ce n'est pas des choses qu'il faut vendre à n'importe qui, il faut des gens qui s'y connaissent. Il faut un certain nombre d'acteurs aussi très, très doués, parce que faire du crédit à des entreprises, c'est toujours compliqué, parce que nous, on est là pour rendre l'argent quand même. Et donc, ce développement du crédit privé, c'est une des priorités pour BlackRock. Nous avons d'ailleurs acheté l'année dernière HPS, un des principaux acteurs, et nous développons. Et nous avons une très belle équipe à Paris qui développe et qui finance beaucoup de jeunes entreprises françaises qui viennent nous voir pour être financées. Donc c'est bien pour l'économie en général. Après, il faut naturellement avoir les bons acteurs. Oui, c'est sûr. Et comme toujours. Niveau de risque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-François Cyril, donc le patron de BlackRock France, qui continue à croire dans la France. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus que jamais. Plus que jamais, voilà. Plus que jamais. C'est dans ces périodes-là qu'il faut justement être là. Et donc, sommes contents de fêter nos 20 ans et de continuer encore pour plus de 20 ans. Dans un instant, mes invités, c'est Marlène Schiappa et puis la philosophe Gabrielle Alperne qui sont avec nous. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.